Question d'assaut. Le podcast par et pour les assos. Comme toute organisation, les associations sont soumises à l'évaluation de leurs actions. Combien de bénéficiaires touchent-elles ? Quels effets produisent-elles sur leur territoire ? Utilisent-elles pertinemment leur budget ? En creux, la question posée est souvent celle de l'efficacité de l'action associative. Car si toute association se donne une mission, comment savoir lorsque celle-ci est atteinte ? Cependant, mesurer l'action associative n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Car si compter le nombre d'adhérents et d'adhérentes ou le nombre de personnes inscrites à votre newsletter peut sembler relativement facile, comment évaluer, par exemple, l'amélioration de la qualité de vie d'un bénéficiaire en particulier ? Autrement dit, est-il possible d'évaluer l'action associative de manière qualitative ? Et de manière générale, quelles sont les conséquences de cette évaluation sur la gestion et le fonctionnement de l'association ? Ce sont ces questions que nous vous proposons d'aborder dans ce 10e épisode, déjà 10, de Questions d'Asso, le podcast par et pour les assos en partenariat avec la Maïf et la Métropole de Lyon. Et pour parler de ce sujet, nous recevons une association bien connue du monde du numérique, l'association Framasoft, représentée aujourd'hui par son co-directeur Pierre-Yves, dit Pig. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Et nous avons également avec nous Éléonore Lavoine, doctorante en sciences de gestion à l'université de Clermont-Ferrand et en contracif au sein de la Fédération Léo Lagrange. Elle nous éclairera sur les enjeux de l'évaluation d'une association et plus précisément de son utilité territoriale qui constitue son sujet de thèse. Bonjour Éléonore. Bonjour. Pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'accompagner Karl. Salut Karl. Salut Yael. Cet épisode de Questions d'Asso est réalisé par Réa Simon de Synchrone TV sur une musique de Sound of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Questions d'Asso sur votre plateforme de podcast préférée, sur Apple Music, Google Podcast, mais également Spotify, Deezer et SoundCloud. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web questions au pluriel-asso.com où vous retrouvez une version textuelle de ce podcast, mais on est quand même un peu à la bourre. Faut qu'on finisse ceux de la première saison. Nous sommes en tout cas très heureux d'être avec vous parce que c'est le premier épisode de la seconde saison de Questions d'Asso. On souhaitait en profiter pour remercier toutes celles et ceux qui rendent possible ce projet, la Maïf et leur super équipe, la Métropole de Lyon, Réa Simon et Guillaume Desjardins de Synchrone TV pour la production, toutes les actions et experts qui viennent et qui sont venus à ce micro. Et tout particulièrement, on souhaitait vous remercier, vous, amis auditrices et auditeurs, parce que vous êtes toujours plus nombreux et vous êtes maintenant plus de 200 à nous écouter régulièrement chaque mois et ça, c'est quand même chouette. Bref, comme d'habitude, on vous propose de vous installer confortablement et c'est parti. Et nous retrouvons Karl pour l'édito. Effectivement, merci Yael. Alors comme l'an passé, nous ouvrons cette saison de Questions d'Asso par un gros dossier du monde associatif. Pour rappel, l'an passé donc, on avait traité la question de la subvention et de son caractère aliénant si ce n'est addictif. Cette année, on vous propose donc de traiter le sujet de l'évaluation associative. Un sujet d'ailleurs très lié à celui de la subvention, puisque bien souvent, l'association qui doit évaluer son action est celle qui doit justifier les subventions qu'elle reçoit, mais on va y revenir. Alors, qu'entend-on à travers cette expression obscure d'évaluation de l'action associative ? Le plus souvent, ce qu'on met derrière, c'est la mesure de ce que produit l'association sur son écosystème, que ce soit un territoire ou des bénéficiaires. D'ailleurs, on reviendra tout à l'heure avec Éléonore sur ce que disent ces termes de la façon dont on perçoit le sujet. Sauf que mesurer ce que produit une association, ce n'est pas aisé. Comment savoir si vous améliorez vraiment la vie de vos bénéficiaires ? Et surtout, comment le mesurer sans avoir besoin de mener d'études poussées tous les 6 mois ? C'est, en tout cas il me semble, cette difficulté à la mesure qui produit ce qui va être le cœur de notre émission d'aujourd'hui, à savoir la facile confusion entre la métrique et l'objectif.
Ainsi, dans nos associations, nous avons souvent du mal à rendre concrets les objectifs que nous poursuivons. La métrique, qu'il s'agisse du nombre d'adhérents, du nombre de followers sur Twitter, du nombre de pages vues sur notre site ou des montants de subventions distribués, est alors trop souvent érigée en objectif. Nous faisons la course aux followers, aux personnes qui sont présentes à nos événements, pour simuler le poids de nos associations. Parfois, nous sommes un peu ces crapauds qui tentent de se faire passer pour un bœuf. Alors ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de comprendre quelles sont les logiques à l'œuvre derrière cette notion d'évaluation de l'action associative. Est-ce uniquement une conséquence du modèle de subvention des associations ? Quelle place jouent également nos bénéficiaires ? Et puis surtout, on va chercher à questionner ce que peut être une évaluation qualitative qui dépasse les chiffres pour s'intéresser à la façon de faire perdurer l'association et son esprit dans le temps long. Et c'est pourquoi on a invité Pierre-Yves de Framasoft à ce micro, notamment parce que Framasoft travaille sur la question de la compostabilité de son action. On va revenir sur ce terme dans l'épisode. Autrement dit, que restera-t-il de Framasoft une fois que l'association aura disparu ? Vaste question, hein. Et là, je me pose quand même une question sur ton édito, Karl. C'est pourquoi tu parles déjà de cette question-là alors qu'on parle juste de l'évaluation. Je ne sais pas si tu veux répondre maintenant ou plus tard ou si on la garde pour la fin, parce que ça sera la réponse. Ok. Alors, du coup, Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous. En plus, là, il y a un teasing de ouf pour nous partager du coup les réflexions de l'association Framasoft sur la façon dont elle s'évalue et dont elle se projette dans le futur. Et dans la fin dont elle se termine, de ce que je comprends. Donc on le disait, Framasoft est une association qui est bien connue par toutes celles et ceux qui travaillent dans l'univers du numérique, notamment parce que vous êtes à l'initiative du projet Dégoogliser votre Internet, qui est jamais très facile à dire, et qui vise à proposer une offre de services numériques libres et alternatifs à tous les services numériques dominants, dont on va peut-être pas dire les noms. Et c'est également vous qui développez le logiciel Peertube, alternative à YouTube. Et d'ailleurs, chers auditeurs et auditrices, sachez que vous pouvez d'ailleurs nous écouter, ce que j'ai appris en faisant ce podcast sur Peertube, si vous le souhaitez. Mais avant que nous entrons dans le détail de l'évaluation associative de l'association Framasoft, et pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent en savoir un peu plus sur vous et vous situer dans le vaste monde des assos, on te propose de dresser une carte d'identité de l'association à travers 3 questions qui sont assez simples. C'est d'écrire l'activité, comment vous êtes financé et comment vous fonctionnez d'un point de vue un peu organisationnel. Donc, première question, si tu es prêt. Toujours. Est-ce que tu peux, Pierre-Yves, nous décrire simplement l'activité de Framasoft, grosso modo, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous faites ? Alors simplement, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Si je prends l'objet social de Framasoft, ce qui est marqué dans les statuts de l'association, Framasoft, c'est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique et des communs culturels. Donc, faut que je resépare souvent ces termes-là. Donc, association, c'est vraiment un choix pour nous d'être une association de loi 1901. On s'est posé il y a quelques temps, la question d'une transformation en SCOP ou en SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. On a choisi de rester associatif pour plein de raisons sur lesquelles je pourrais revenir, mais on est vraiment une association de loi 1901 qui a maintenant 20 ans, quasiment. Enfin, on va fêter bientôt les 20 ans. L'association est née en janvier 2004. Et Frama, c'était français et mathématiques. Donc, le Framasoft, c'était le logiciel au départ de français et de mathématiques. Ensuite, le deuxième terme, c'est éducation populaire. Alors, nous, on s'inscrit vraiment dans ce mouvement qui est très ancien, qui est comment, finalement, est-ce qu'on peut apprendre entre nous, faire, notamment par l'action, et pas uniquement par quelque chose qui soit très très descendant en termes de transmission, c'est-à-dire que c'est réaliser des actions, transformer un petit peu le monde par le faire, F-A-I-R-E, plutôt que, je sais pas, par d'autres types d'actions ou d'autres types de réflexions qu'on aurait pu mener. Ensuite, il y a la question des enjeux du numérique. Alors là, du coup, c'est beaucoup plus vaste et on a 3 types d'actions autour des enjeux du numérique. Il y a évidemment des actions d'éducation populaire où on va être cette fois-ci très descendant, très verticaux, avec des conférences, répondre aux interviews sur la question notamment de la toxicité des GAFAM, donc les Google, Apple, Amazon, Facebook et Microsoft. Moi, j'hésite pas à les citer, notamment par le fait que on fait partie de celles et ceux qui ont poussé pour que soit inclus Microsoft dans le terme GAFAM et qu'on n'en reste pas uniquement
GAFA, parce que Microsoft a les mêmes caractéristiques pour nous toxiques et aliénantes que peuvent avoir les autres géants du numérique. Évidemment, ça ne se limite pas aux GAFAM. On pourrait étendre ça aux Natu, donc Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, etc. Et donc, on essaye un petit peu de sensibiliser le public à cette question de qu'est-ce que le numérique et notamment de qu'est-ce que les plateformes numériques et ces géants du numérique changent dans nos vies. Donc, on travaille des questions un peu plus conceptuelles comme le capitalisme de surveillance, comme l'économie de l'attention, etc. On essaye de produire des réflexions autour de ça. Mais là, on est sur une partie plutôt descendante. Sur un deuxième type d'action qu'on fait, on est beaucoup sur ce que moi j'appelle outiller la société de contribution. Le terme société de contribution étant emprunté à feu Bernard Stiegler, qui était un philosophe avec lequel on travaillait régulièrement sur ces questions de la technique et de la transformation du monde par la technique et notamment par le numérique. Et donc, outiller la société de contribution, ça veut dire quoi ? Ça veut dire notamment cette campagne dont tu parlais, Yael, qui s'appelait donc et qui s'appelle encore Dégooglisons Internet, qui visait non pas à améliorer la diction des gens sur le terme dégoogliser, qui une fois qu'on l'a dit 2-3 fois ça passe, mais qui visait à donc non seulement à sensibiliser le public, comme je le disais tout à l'heure, à la toxicité des GAFAM, mais aussi à montrer que le logiciel libre était une réponse possible et efficace à cette problématique de la centralisation des données et de l'exploitation commerciale des données. Donc on a monté, on avait lancé la campagne en octobre 2014 et jusqu'en octobre 2017, on a sorti un service alternatif à ceux des GAFAM, ou en tout cas de ce type GAFAM. Pendant un mois, tous les mois, on sortait un nouveau service pendant 3 ans, ce qui fait qu'on est arrivé au final avec plus d'une trentaine de services en ligne. C'est une campagne qui a très très bien marché à la fois d'un point de vue médiatique et d'un point de vue, politique, pour montrer qu'on pouvait retrouver de l'autonomie numérique. Maintenant, on parlerait de souveraineté numérique, mais c'est un vaste débat. Mais en tout cas, de l'autonomie et de l'indépendance vis-à-vis de ces outils numériques. Et nous, quand on parle d'outiller la société de contribution, c'est évidemment essayer d'outiller les gens, les publics qui changent le monde dans lequel nous, on voudrait qu'il évolue, puisqu'on pense qu'il y a un certain nombre de problèmes et le dérèglement climatique n'en est qu'un parmi ceux-là, mais peut-être un des plus importants. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on outille les gens qui veulent changer le monde et Framasoft essaye de fournir des outils, des planches, des marteaux, des clous numériques pour ces gens-là. Et peut-être juste, j'en profite, est-ce que tu peux donner des exemples de ces services, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde les ait forcément en tête. Bien sûr. Donc, dans les services qu'on propose, je pense qu'un des plus connus vis-à-vis du public, c'est framadat.org. Framadat qui permet de choisir un rendez-vous. Donc, c'est une alternative au logiciel qui s'appelle Doodle, qui maintenant, a priori, est bardé de pubs. Enfin, c'est ce qu'on m'en dit, mais je ne suis pas allé vérifier. Mais voilà, qui permet aux gens de trouver une date commune ou de faire un petit sondage en commun. Dans les autres services très utilisés, il y a Framapad qui est un outil de rédaction collaborative en ligne, donc ça veut dire en temps réel. Voilà, tu ouvres par exemple dans ton association un document pour une prise de notes parce que vous êtes à 5, 6, 10 dans la salle, et pour que ça soit pas toujours la même personne qui fasse la prise de notes, on peut être plusieurs à faire la prise de notes en même temps, c'est enregistré automatiquement, etc. Donc là, on est plutôt sur une alternative à Google Doc. Et dans les autres outils qui sont très utilisés, on va avoir par exemple Framalist, qui est un outil de liste de discussion qui permet à des groupes de s'organiser entre eux, et Framaform, qui est un outil alternative à Google Form et qui est aussi là massivement utilisé. Et puis après, je reviendrai sur Peertube et Mobilisons, qui sont 2 autres outils. Donc, juste pour terminer sur ta première question, on fait aussi des actions de terrain, on en fait un petit peu moins, parce qu'on n'a pas vocation nécessairement, on est une toute petite association, je reviendrai sur l'organisation, mais on est une toute petite association. Parce qu'on dirait pas. Ouais, si, j'y viens. Et on est une quarantaine d'adhérents et adhérentes uniquement. Donc, ça fait assez peu de gens pour être présents finalement sur le terrain, pour aller présenter un petit peu ce qu'on fait. Et donc, on essaye plutôt d'essaimer
notre discours pour qu'il soit porté par d'autres derrière. Et notamment, on a impulsé un collectif qui s'appelle Chaton, collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, il y a quelques années, et qui porte un petit peu ces paroles autour de la décentralisation d'Internet. Voilà. Super, merci. Du coup, je me dis que ça fait très bien lien avec la troisième question, et puis on reviendra peut-être sur la deuxième après. Du coup, comment vous vous organisez? Donc, tu disais que vous étiez une 40 de bénévoles, vous avez des salariés, vous avez un conseil d'administration? On est exactement 37 adhérents et adhérentes. Alors, comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur? Il y a entre 3 et 5 coprésidents et coprésidentes chaque année, donc au niveau de nos statuts. Donc là, actuellement, on a 4 coprésidents. Enfin, oui, c'est ça. On a 2 coprésidentes et 2 coprésidents. Et vous les renouvelez tous les ans? On les renouvelle tous les ans, tout à fait. Ces personnes n'ont strictement aucun pouvoir supplémentaire, sinon celui d'Esther en justice, comme on dit poliment. Voilà, c'est-à-dire qu'ils portent un petit peu une certaine responsabilité. Ils se désignent, ils s'auto-désignent chaque année. On galère pas trop à trouver dans nos membres des coprésidents et des coprésidentes parce que ça paraît relativement logique pour nos adhérents et adhérentes à un moment donné de prendre des responsabilités dans la structure. Ensuite, on a non pas un conseil d'administration, mais un comité directeur qui a le même rôle qu'un conseil d'administration, qui est composé en gros d'une quinzaine de bénévoles. Et on a ensuite, on est organisé sous forme de comité, donc c'est vraiment très très transversal. C'est en gros des groupes de travail dans lesquels peuvent s'inscrire n'importe quel adhérent. Et pour soutenir toutes les actions de l'association, on a une dizaine, aujourd'hui 10 salariés. Pour donner un petit peu le détail. On a donc 2 co-directeurs. On a derrière tout ça, pour faire fonctionner les serveurs, on va dire d'un point de vue technique, on a un administrateur système et 2 développeurs, un sur le logiciel qui s'appelle Peertube, un sur un autre logiciel qui s'appelle Mobilison. Il y a aussi un développeur front-end qui s'occupe essentiellement de maintenir la cohérence entre nos presque 80 sites qu'on maintient, et ça fait vraiment du monde derrière. Et enfin, on a une équipe derrière plus, on va dire, administrative, financière, etc., avec une personne qui s'occupe de l'aspect comptabilité, essentiellement, une personne qui est chargée de projet et de partenariat, une personne pour le support de tous les services qu'on maintient, et enfin une personne sur la communication, voilà, sur l'organisation. Sur les bénévoles, vous avez quand même, j'ai l'impression, besoin de profils assez techniques, ou est-ce que c'est une association ouverte à tout le monde? Alors non, on est une association de cooptation. Souvent on nous fait le reproche, on dit je voudrais soutenir Framasoft, je voudrais adhérer, comment est-ce que je fais? En fait, il y a le fait que dans le milieu du logiciel libre, il y a d'autres associations qui, elles, vivent vraiment des cotisations. Je pense notamment à nos amis de l'April, donc Association de promotion et de défense de l'informatique libre, et qui eux regroupent en gros aujourd'hui ils doivent être autour de 3000 adhérentes et adhérents. Et si nous on ouvrait les cotisations, je pense qu'il y aurait des vases communicants finalement d'une association vers l'autre, et on trouverait pas ça sain parce que nous on n'est pas du tout une association de plaidoyer. Ce que parfois les gens ont un peu du mal à entendre, c'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement s'adresser au ministre, on ne va pas nécessairement s'adresser à l'élu ou autre. Nous, notre boulot, il est de faire des choses. On est vraiment une association d'expérimentation, voire de préfiguration. On plante des graines, on voit ce qui pousse. Et puis si ça pousse, tant mieux, et si ça pousse pas, c'est pas très grave et on passe à autre chose, quoi. Ok, super, merci beaucoup. Et du coup, ça fait bien le lien avec la dernière question, celle du financement. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu, alors soit juste un ordre d'idée, on n'a pas besoin d'avoir les comptes bien détaillés, mais qu'on ait un peu les grands ordres de grandeur et savoir si vous êtes... Comment ça fonctionne? Voilà, comment ça fonctionne. On pourrait donner les comptes détaillés, d'autant qu'ils sont sur le site web, ils sont publics. Framasoft, c'est une association qui gère aujourd'hui un budget d'environ 600 000 € par an. On a 10 salariés, il faut pouvoir payer évidemment les salaires derrière tout ça. Et on va dire le mode de financement est assez atypique vu que nous on vit que du don.
et notamment quasiment très très largement des dons de particuliers. Pour être très précis, on doit avoir aujourd'hui à peu près 98% de nos revenus qui proviennent de dons. Les 2 à 5% qui restent, en gros, c'est de la prestation. On fait un petit peu de prestation. Typiquement, le ministère de l'Éducation nationale nous a demandé de rajouter des fonctionnalités dans Peertube. On leur a facturé ces fonctionnalités, ils nous payent et puis voilà. Maintenant, on souhaite que ça reste le plus bas possible parce que nous, on veut rester justement sous forme associative. On pourrait vendre évidemment de la prestation, hein, c'est pas du tout contre-indiqué quand on est une structure associative, mais c'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, il est de changer le monde un octet à la fois, comme on dit. Donc, on va pas chercher pour l'instant de l'argent vraiment. On fait assez peu de prestats. Et sur les dons, qui représentent donc l'immense majorité de nos revenus, il y a en gros 2 parties. Il y a une partie qui est essentiellement des dons de particuliers. Donc, on a en gros entre 10 et 12 000 personnes qui chaque année font des dons à Framasoft pour qu'on existe. Donc, on est vraiment sur une logique don contre don, hein, pour ceux qui ont lu Mauss. Et ça fonctionne pour nous assez bien. On fait des choses. Si ça convient aux gens, ils nous font un don. Si ça leur convient pas, ils font pas de don. Et on arrêtera dans nos actions et nos activités à l'avenir. Et il reste dans ces dons une partie un petit peu spécifique qui est celle des dons de fondations. On a 2 fondations aujourd'hui qui nous soutiennent. La Fondation pour le progrès de l'homme et une fondation néerlandaise qui s'appelle NLNet qui nous soutient vraiment sur des points très très spécifiques, très techniques autour de Peertube, sur des développements, vraiment de développement, on va dire, pur et dur. Oui. Et en termes de pourcentage, que tu disais quand même, les dons particuliers prenaient la majorité. On est à moins de, je fais le calcul là de tête, on est à moins de 10% de dons de fondation. Okay. Donc ça veut dire qu'on est à largement plus de on est autour de 80% de dons de particuliers. Donc c'est vraiment 10 à 12 000 personnes qui font des dons, entre 1 euro par an et certains vont donner 2 000 euros puisqu'on a l'avantage d'être défiscalisé. On relève de la possibilité, en tout cas, de défiscaliser. Enfin, les donateurs et donatrices ont la possibilité de défiscaliser les dons, ce qui évidemment est intéressant. Donc, on a un petit pic de dons en fin d'année, parce que les gens se rappellent qu'ils peuvent économiser un petit peu sur leurs impôts en nous faisant un don. Mais on est conscient que c'est un fonctionnement très très atypique, puisque ça veut dire qu'on touche 0 subvention. Et ça, je suis conscient que c'est pas courant, donc je fais souvent attention dans ce type de présentation à rappeler qu'on est un petit peu privilégié dans ces temps un petit peu durs pour les associations où les subventions ont tendance à baisser, les subventions publiques ont tendance à baisser, et où forcément nous on se retrouve dans une situation plutôt privilégiée où on se repose plutôt sur les dons des particuliers qui eux aussi vont avoir tendance à baisser, et on le sent déjà avec la crise financière qui arrive. Et on renvoie à l'épisode qu'on avait fait avec la Quadrature du Net, qui fonctionne également sur le modèle du don pour comprendre un peu les tenants et les aboutissants de ce modèle économique. Merci beaucoup Pierre-Yves pour ce premier aperçu de Framasoft. Et Karl, je te laisse prendre la suite pour commencer l'entretien et rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'on avait souhaité donc recevoir Framasoft sur cette question de l'évaluation de l'action associative, parce qu'on sait que vous êtes quand même mine de rien en pointe sur beaucoup de sujets qui nous animent ici à Question d'Asso. Donc c'était intéressant de vous recevoir sur un sujet qui est à la fois assez commun finalement au monde des associations, mais aussi assez spécifique dans le niveau de détail sur lequel on peut aller. Et donc peut-être pour commencer par une question qui va permettre aux auditrices et aux auditeurs de positionner un peu ce qu'on entend par action associative, évaluation de cette action associative. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment, de manière générale, vous évaluez ou vous n'évaluez pas justement votre action au sein de Framasoft? Alors, ce que je trouvais que dans ton édito, et ce que disait Yael aussi, c'est qu'il y a forcément une problématique derrière, presque de schizophrénie, entre on a besoin de s'évaluer et de s'auto-évaluer pour savoir tout simplement si où est-ce qu'on en est par rapport aux années précédentes, pour savoir si oui ou non on répond à l'objet social
de l'association, ce qui est quand même le but. Quand on s'associe entre êtres humains, c'est pour faire des choses ensemble, donc on a besoin de savoir si ça marche. Et l'autre côté, il y a une vraie dualité entre ce besoin d'évaluation et les problématiques qu'elle pose derrière, et notamment les auto-injonctions qu'elles peuvent poser, les objectifs uniquement chiffrés qu'elles peuvent poser, et derrière toute la problématique finalement de est-ce que on ne fait pas le projet associatif, est-ce qu'il n'évolue pas dans le sens de il faut performer sur les chiffres, et donc nous, encore une fois, là on est sur un axe qui est relativement privilégié, vu qu'on n'a pas de bailleurs de fonds qui viennent nous demander mais vous en êtes où, je sais pas, du nombre de publics des quartiers populaires que vous touchez de moins de 25 ans, etc. On est assez libre de définir finalement quels sont les critères d'évaluation et d'auto-évaluation qu'on se met. Dans ces critères-là, il y en a un qui est relativement classique quand on fait du numérique, c'est le nombre de visiteurs. Voilà. Alors, la particularité à Framasoft, c'est qu'on ne trace pas, on ne traque pas nos visiteurs et visiteuses. Donc, on est obligé de faire des conversions. Moi, je peux vous dire aujourd'hui combien est-ce qu'on a de pages vues sur l'ensemble du réseau Framasoft, puisqu'il n'y a pas qu'un seul site. Il y en a entre 70 et une centaine de sites. Même moi, je ne sais plus. On a plus d'une centaine de noms de domaine. Et donc, forcément, ça pose un premier problème. Bon, on ne sait pas exactement combien d'êtres humains on sert. On sait que on a largement entre 5 et 6 millions de visites par mois. Et donc, on évalue en gros entre 800 000 et 1,2 million le nombre de visiteurs et visiteuses, c'est-à-dire d'êtres humains qui viennent chaque mois. Et alors, cette information, concrètement, elle te sert à quoi au quotidien dans la gestion de l'asso ? Alors, tout simplement à savoir si... alors, nous, c'est plutôt pour suivre des tendances. Concrètement, c'est pour savoir si Framadat continue à être de plus en plus utilisé ou pas. Je vais donner un exemple très concret de comment est-ce qu'on a utilisé ce type d'évaluation pour amender les actions de l'association. Il y a 2 ans, on a entamé une nouvelle campagne presque de déframasoftisation de l'asso, parce que tout simplement, elle devenait trop grosse, je pense qu'on en reparlera, mais elle devenait trop importante, trop incontournable en termes d'alternatives aux projets numériques des GAFAM, etc. Donc, quand il y a eu le Covid, l'éducation nationale a dit allez chez Framasoft. Voilà, nous on s'est retrouvés submergés. Ouais, à la fois super cool et pas du tout cool du coup, parce que c'est le plus gros ministère, enfin le ministère le mieux doté de France, c'est-à-dire à quelques milliards quand même d'euros, et à un moment donné, c'est tout à fait anormal qu'ils se retournent vers une micro-association de 40 adhérents, quoi. Donc à la fois c'est très chouette, mais il faut quand même un petit peu réfléchir à comment est-ce qu'on utilise la société civile pour parer aux déficiences des services publics. Et donc il y avait cette problématique-là de se dire en fait quels sont les services qui sont les plus ou les moins utilisés, tout simplement pour fermer ceux qui sont peu utilisés. Donc, on avait des services qui étaient certes très chouettes. Je pense, je sais pas, à Framaslide qui permettait de faire des slides, du coup, des diaporamas en ligne, mais qui étaient très très peu utilisés. Alors, sans doute parce que nous, on avait mal fait la com dessus, mais quand on voit qu'il y a 200, 300, 500 personnes qui viennent chaque mois sur ce service, alors qu'on en a des centaines de milliers sur Framadat, on se dit, est-ce qu'on doit continuer à mettre de l'énergie à maintenir ce service. Et je pense que beaucoup d'associations fonctionnent comme ça, c'est-à-dire que lorsqu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, soit il y a un côté affectif et on se dit ok, on va maintenir le projet, soit on se dit ok, en fait il a vécu et on va le fermer. Voilà, donc ça c'est un petit peu le principal outil qu'on va utiliser, c'est le nombre de visiteurs et de visiteuses. Là, ce que je trouve intéressant sur ce que tu dis, c'est que tout à l'heure, tu dis que il y avait en gros 3 activités, et notamment, par exemple, celle d'éducation populaire, où là, pour le coup, c'est plus compliqué. C'est plus du tout les mêmes métriques, comme on disait. Quel indicateur vous mettez en place ? Ou est-ce que déjà vous mettez des indicateurs ou pas ? On n'en met pas. Sur ce côté-là, on n'en met quasiment pas. C'est-à-dire que, si, il y en a toujours. Par exemple, je peux te dire combien de confs et d'interventions on a fait d'année en année. C'est public là aussi dans nos rapports d'activité. Par contre, on n'a jamais calculé en place, on n'a jamais fait tourner des feuilles de présence. Donc moi, des fois, je me pointe dans une MJC, il y a 5 personnes. Des fois, je me pointe dans un incubateur de start-up, il y a 500 personnes. Mais
pour moi, c'est la même intervention, ça compte comme une intervention, et qu'il y ait 5 personnes ou qu'il y en ait 500, pour moi, finalement, l'impact est... Enfin, en tout cas, le travail est le même. Je suis payé de la même façon, d'abord, pour les deux. C'est-à-dire rien, hein, c'est l'association qui me paye, hein, je précise. On se fait pas rémunérer pour les interventions. Mais derrière, on essaye, finalement, Enfin, c'est presque une volonté de ne pas qualifier ça parce qu'on pense que c'est totalement inquantifiable de savoir quel va être l'impact. C'est-à-dire que moi, maintenant que ça fait presque 15 ans que je fais ça, il y a des gens qui reviennent me voir 5 ans après en me disant « Ah oui, mais j'avais assisté à une conf dans la MJC du Vieux-Lyon, machin, etc. Et puis, du coup, j'utilise maintenant LibreOffice et Linux, etc. » Et bon, tant mieux. Mais par contre, est-ce que je savais à ce moment-là que ça allait avoir tel ou tel impact ? La réponse est non. Et du coup, savoir qu'il y a eu, je sais pas, 500 000 personnes ou 200 000 personnes face auxquelles on a été ne sert justement quasiment que dans le cadre de subventions publiques. Ça sert assez peu pour nous, c'est-à-dire que on fait les interventions quand on est disponible, quand on a envie de les faire, quand on sent qu'il peut y avoir quelque chose qui va basculer, quand on sent qu'on peut être utile, mais sinon, encore une fois, qu'il y ait 2 personnes ou qu'il y en ait 500, même combat. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, la première chose qu'on va mobiliser dans le discours sur l'évaluation de l'action associative, c'est quand même des éléments chiffrés. Justement, toi, pour dire que finalement, c'est des choses que vous utilisez relativement peu, sauf quand il s'agit de choisir entre 2 services, lequel est-ce qu'on doit sacrifier si on n'a pas assez de moyens. Il y a un autre élément que j'aimerais amener dans la discussion. Lorsqu'on a préparé l'émission, un des premiers éléments que tu as mentionné, c'était notamment Bénéva Libre, et donc la mesure du temps bénévole. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose que vous pratiquez ? Oui. Notamment avec vos 40 bénévoles, donc vos 40 adhérents, pardon. Oui, on le pratique non seulement avec les adhérents, mais on le pratique aussi avec les contributeurs et contributrices, parce que il y a beaucoup de gens qui sont bénévoles à Framasoft sans forcément être adhérents. Et donc, Bénéva Libre, donc bénévalibre.org, je fais la promo, encore une fois, j'ai rien à vendre. C'est un projet qu'on a monté à plusieurs structures, avec le CRAGEP Bourgogne-Franche-Comté, avec l'April, et avec Framasoft, avec des chercheurs comme Lionel Proutot qui travaille sur la question des associatifs depuis longtemps. Et donc, l'idée, c'était de dire comment est-ce qu'on peut évaluer le temps passé par les bénévoles sur les actions d'une association avec un outil qui respecte les valeurs associatives. C'est-à-dire que des outils pour évaluer le bénévalo, donc le bénévolat valorisé, il y en a plein, mais se poser la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait en faire un qui ne pervertisse pas les valeurs associatives, et notamment parce que nous, on constate qu'il y a un vrai souci, maintenant politique, de se dire, en fait, les associations, c'est combien de divisions, j'ai envie de dire. En gros, c'est les associations, c'est combien ça rapporte, qu'est-ce que ça génère comme flux financier, et donc, il y a un outil derrière ça qui pourrait être le bénévolat valorisé, c'est-à-dire que, ok, toi, t'as passé 2 heures sur un stand, on va le valoriser à 2 fois 10 €, donc vous aviez fait une émission sur le sujet, mais voilà, ça vaut 20 €, l'équivalent de 20 € de production. Sauf que pour nous, ça nous paraît complètement débile, et que ça doit être à chaque association de déterminer quel est le coût, le prix, l'impact derrière qu'il peut y avoir derrière ce bénévolat valorisé. Et donc, on a fait cet outil en essayant de garder en tête qu'est-ce qui pour nous est important, c'est de comptabiliser finalement le temps et de laisser chaque association maîtresse de l'évaluation quantitative et monétaire finalement de ce temps de travail. Et aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé, moi j'étais assez scotché à près de 800 associations, notamment dans les réseaux d'éducation populaire qui utilisent Bénéva Libre, et ça continue de monter et c'est très bien. Et Framasoft d'ailleurs dans ses multiples actions cofinance Bénéva Libre en mettant de l'argent pour payer des développeurs qui vont améliorer petit à petit cet outil libre que n'importe quelle association peut utiliser sur le site bénévalibre.org ou qu'elle peut télécharger et installer pour elle-même en ayant la maîtrise de ces données. Et est-ce que vous-même, à Framasoft, les données sur le temps de vos bénévoles, vous les réintégrez dans vos bilans comptables ? Ouais, on les réintègre pour l'instant. Alors, ça a relativement peu de sens vu qu'on ne cherche pas de subvention. La problématique que moi j'ai, et je pense que de plus en plus de gens ont dans les associations, c'est que c'est quelque chose qui est assez casse-pied pour les bénévoles à répondre. Donc, Bénéva Libre, typiquement, il y a une petite application. Le site web fonctionne en mode responsive,
associative sur les smartphones, donc c'est très simple à utiliser, en quelques clics, ça fonctionne bien. Mais en fait, on a beaucoup de mal à relancer nos bénévoles chaque mois sur cette question du bénévolat valorisé, ce qui fait que pour moi, le chiffre est complètement biaisé, et c'est un bon exemple pour moi du côté pervers de l'évaluation et voire de l'auto-évaluation. C'est que par exemple, nous, on a une maison d'édition dans Framasoft qui s'appelait Framabook et qui s'appelle maintenant Des livres en commun, et quelqu'un qui écrit un livre pour Framasoft qui est publié dans la collection Framabook ou Des livres en commun, c'est des dizaines voire des centaines d'heures d'écriture, et la personne peut tout simplement oublier d'aller rentrer son bénévalo, et donc ils disparaissent comme ça des centaines d'heures. Alors bon, moi en tant que co-directeur, je peux aller chercher et toquer à chaque porte, mais je trouve que c'est pas une bonne solution. Donc tant qu'on est sur quelque chose de déclaratif, on peut relativement facilement, je vais pas dire truquer, mais en tout cas faire dire ce qu'on veut à ces chiffres-là. Ouais. Moi, là, en t'écoutant, je me dis, parce que, voilà, comme tu le disais aussi, de la manière dont vous êtes financé, vous n'avez pas forcément de besoin de vous évaluer, à part justement pour répondre à vos propres objectifs que vous vous fixez. Du coup, peut-être, est-ce que tu peux revenir sur la manière dont vous définissez vos objectifs et du coup, comment derrière vous définissez vos indicateurs? Et si vous arrivez, mais là peut-être que je vais trop loin, j'anticipe sur la suite, est-ce que vous arrivez du coup à sortir des indicateurs non chiffrés? Alors, ça va être la satisfaction, évidemment. Du coup, on les a toujours à la marge. Ces indicateurs, du coup, ils sont pas rentrés dans des cases entre guillemets. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir si on fait bien ou si on fait des choses beaucoup moins bien? On a plusieurs façons de le savoir. La première, c'est le support, c'est-à-dire les retours que nous font les utilisateurs et utilisatrices de nos services. C'est assez bête, mais quand on a un service qui fonctionne pas, quand on a Framadat, qui est quand même pas le logiciel le mieux designé du monde, qui pose problème à tel ou tel type de public, on a des retours de personnes qui nous disent « Hey, coucou, là, votre truc, ça fonctionne pas bien ». Et donc ça, on reçoit des mails, alors, de plusieurs dizaines de mails chaque jour, de retours d'utilisateurs qui viennent nous dire ça marche, ça marche pas, c'est bien, c'est pas bien. On manquait un petit peu d'amour de temps en temps, parce qu'on a besoin de ça, vu que évidemment l'amour on le reçoit aussi sous forme financière, mais enfin bon, on a quand même d'autres objectifs dans la vie, et donc comment faire s'exprimer finalement l'amour des utilisateurs envers nos actions associatives. Là par exemple, on avait lancé entre le mois de mai et fin juin une enquête pour essayer de définir en fait mais qui sont les utilisateurs et utilisatrices de Framasoft, parce que encore une fois, on a 10 à 12 000 personnes qui nous font des dons chaque année, mais on ne les connaît pas puisqu'on ne les trace pas. Donc moi, je suis totalement incapable de dire est-ce que c'est plutôt, je sais pas, des profs de centre-gauche, est-ce que c'est des gens qui sont plutôt dans le milieu associatif, est-ce que c'est un croisement de tout ça, etc. Donc on avait lancé une enquête, et l'enquête, on a eu 12 164 réponses en un mois et demi. Ce qui est énorme, on est bien d'accord. J'étais complètement scotché. Voilà, alors une enquête anonyme, hein, on n'a pas les noms, on n'a pas les mails, etc. C'est juste les gens qui sont venus nous répondre. Et évidemment, il y avait un champ libre pour dire laissez-nous un petit mot si vous voulez. Alors évidemment, ces résultats d'enquête sont biaisés, puisqu'il n'y a que les gens qui connaissent Framasoft et que les gens qui ont envie de s'exprimer sur Framasoft qui nous répondent. Mais on était à un taux de satisfaction de 98%, enfin nord-coréen, quoi. Le côté résultat était quand même assez fou. Mais du coup, pour nous, ça veut dire que quelque part, on va dans le bon sens. Et ce type d'enquête permet aussi de repérer là où se trouvent les frictions avec nos publics, etc. Donc, on n'a pas, pour répondre à ta question, on n'a pas précisément un objet dans lequel les gens peuvent venir dire ce qu'ils et elles pensent de notre structure et de ce qu'on fait. Par contre, on essaye de sentir un petit peu l'air du temps, et un autre lieu dans lequel, évidemment, on a des retours, c'est que on est souvent face à ce public lors de conférences, etc. Quand on intervient dans une école, etc. Bon, ok, très bien, on prend tous ces retours et on essaye d'en faire une synthèse pour pouvoir améliorer finalement nos actions associatives et faire en sorte que notre objectif d'outiller cette société de contribution qu'on souhaite voir advenir puisse se concrétiser en fonction des besoins des utilisateurs et utilisatrices de nos services.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers la question de Yael, on comprend que finalement, pour toi, les enjeux assez macro ne correspondent pas à l'objet de votre association. Et donc, quand tu réponds à la question de finalement quels sont les objectifs de votre association, tu reviens tout de suite sur des objets beaucoup plus micro, sur en fait qu'est-ce que ça produit sur un individu. Ouais. Et donc, la question qui suit, à mon sens, c'est finalement, est-ce que ces individus, parfois, vous projettent une forme d'injonction aussi à l'évaluation de votre part ? Oui. Il y a deux types d'injonctions. Il y a l'injonction start-upienne qui est vous fournissez du service, donc ça doit marcher tout le temps. Et donc là se pose la question de la souffrance au travail, etc. Parce qu'il y a des humains qui sont derrière. Donc quand on se fait insulter parce que Framalist est tombé en panne pendant 2 heures, il y a des humains qui reçoivent ça. Il y a des gens qui ne se relèvent pas la nuit pour relancer les serveurs, mais le premier mail quand tu te lèves le matin, c'est ça. C'est pas très agréable. Donc il peut y avoir ça comme type de problématique. Et l'autre type de questionnement qui peut y avoir, c'est vous n'allez pas assez loin. Et alors du coup, ce « vous n'allez pas assez loin » peut être hyper large. Il y a des gens qui nous reprochent d'aller pas assez loin d'un point de vue politique. Il y a des gens qui nous reprochent de pas assez loin d'un point de vue technique, genre vos outils sont pas bons, etc. Ce qu'on entend. Mais encore une fois, alors la particularité, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on est 10 salariés et on a choisi de ne pas dépasser les 10 salariés. Enfin, on pourrait être 10 ou 12, mais l'idée c'est de pas devenir, de ne pas croître. On est accroissant quelque part. Et donc la difficulté, c'est de se dire comment est-ce qu'avec 10 salariés et une trentaine de bénévoles, on peut répondre aujourd'hui à 1 million de personnes chaque mois. Et forcément, on sait qu'on va blesser on va frustrer un certain nombre de personnes qui vont nous écrire en disant on n'est pas content. Et donc c'est sur ces évaluations-là, c'est toujours un petit peu compliqué pour nous de trouver la bonne posture. Et aujourd'hui, la meilleure posture qu'on ait pu trouver, c'est celle de l'humilité, c'est de dire, en fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et si vous n'aimez pas ce qu'on fait, vous avez le droit de le dire. Évidemment, on est dans un pays libre, encore à peu près. Mais par contre, vous êtes surtout libre de ne pas donner à Framasoft et d'aller voir ailleurs, si ça vous convient pas. Est-ce que tu peux développer quand même ce principe que vous vous êtes donné de ne pas croître ? Parce que c'est quand même peu courant de l'entendre. On essaye d'être aligné avec nos valeurs et dans nos valeurs, il y a une forme de conscience que, on va dire, si j'employais les grands mots, le capitalisme et le patriarcat nous amènent pas vraiment là où on voudrait qu'ils nous amènent, ou en tout cas, non pas là où on voudrait qu'ils nous amènent, parce qu'on pense que ce ne sont plus les bons systèmes de fonctionnement de nos sociétés et qu'on est obligé un petit peu de pivoter, si je prends un terme très start-up, et donc qu'il faut réfléchir et qu'il faut donc réfléchir à des modes de fonctionnement qui sont différents. Ce serait forcément contradictoire de se dire ok, Framasoft, ça marche bien. Aujourd'hui, on est 10 salariés, on passe à 50, on passe à 100. Enfin, à un moment donné, on avait suffisamment d'argent pour se dire on peut passer, je crois que c'était à peu près de 7 à 15 salariés. Parce que pendant le Covid, il y a eu un vrai afflux de dons qui s'est bien tassé depuis. On a perdu 60 000 € en 2021. Mais c'est pas grave, on le vit très bien puisqu'on n'a pas d'objectif de croissance financière. Aujourd'hui, on tape dans les réserves. Et très bien, on tape dans les réserves. On n'a pas un objectif on n'a pas d'actionnaire. Et donc, dans cette logique-là, on a préféré se dire il faut mieux rester une petite équipe pour 2 raisons. La première, c'est que ça soit pour moi ou pour Pouillou, qui est mon collègue co-directeur, de pouvoir connaître les gens. Donc, il y a une raison vraiment humaine de se dire les collègues qu'on a, moi je veux connaître le nom de leurs compagnes, de leurs compagnons, de leurs enfants, etc. Et cognitivement, il y a une règle dont j'ai oublié le nom qui dit qu'à partir de 10-15 personnes, tu ne retiens plus le nom et les prénoms de chacune des personnes qui t'entourent au quotidien. Donc là, aujourd'hui, on sait comment est-ce qu'on fonctionne. Moi, je suis capable de dire, rien qu'à la façon dont un collègue me dit bonjour le matin sur un chat, puisqu'on travaille tous de façon décentralisée, je suis capable de dire s'il est de bonne ou de mauvaise humeur, limite s'il a bien dormi ou pas. Et ça, forcément, on le perdrait si on était plus nombreux. Et il faudrait rajouter des couches de management, ce qu'on n'a pas envie de faire. La deuxième raison, c'est que
que toujours, elle est aussi humaine, mais elle est plus sur l'épanouissement cette fois-ci des individus. C'est que plutôt que d'embaucher, ça permet de mieux payer les salariés. Donc ça pose la question de la rémunération dans le milieu associatif, qui est un vaste sujet. Mais du coup, quand on a un développeur comme celui qui développe Peertube, c'est quelqu'un qui vaudrait quasiment 2 fois le prix qu'il est payé à Framasoft pour travailler dans une entreprise privée classique. Il n'est pas mal payé à Framasoft, du coup, les salaires peuvent être publics, mais on est quasiment tous payés aux alentours de 2 000 € net. Il y a non pas une volonté d'égalité de salaire, mais il y a une volonté d'équité dans les salaires. Et du coup, si ça lui convient, il peut rester à Framasoft, il peut aussi changer de poste s'il a envie de changer. Mais en tout cas, on est conscient que plutôt que d'embaucher des gens pour produire plus, on est plutôt sur payer mieux petit à petit chaque salarié de l'association. Et donc c'est évidemment pour être aligné avec nos valeurs qu'on fait ça. Et pour nous, c'est aussi une mesure de l'évaluation, cette fois-ci interne, de se dire, en fait, on est rémunéré aussi à la hauteur de ce qu'on est capable de produire, finalement, peu importe la fonction, mais que les salaires soient en regard, finalement, de ce qui est aussi fait dans le privé. Et c'est pas juste parce qu'on travaille dans une association qui a du sens qu'on va être payé au lance-pierre. Et pour finir sur cette première partie, quand on préparait l'entretien, et pour revenir donc sur ces questions d'évaluation imposées par vos usagers, tu me parlais notamment de la transformation qui est en train d'avoir lieu sur les enjeux environnementaux et sur le fait qu'on vous impose presque une sorte d'injonction à la performance énergétique. Est-ce que tu peux détailler ce point ? Ouais, c'est quelque chose qu'on a vu émerger ces 2 dernières années et qui, à mon avis, va continuer à monter et sur laquelle nous, on réfléchit beaucoup. C'est que forcément, la question de l'impact numérique, l'impact écologique du numérique est assez important. On est entre 5 et 7% de la consommation énergétique mondiale, c'est pas rien du tout. Et on est conscient qu'en plus, ça continue de monter et que c'est un vrai sujet. Cependant, pour nous qui connaissons quand même un petit peu le sujet, qui le travaillons depuis longtemps, le périmètre d'évaluation écologique du numérique se concentre sur ce qu'on appelle le scope 1 essentiellement, c'est-à-dire il y a 3 scopes. Le premier scope, c'est la consommation directe. Donc là, l'ordinateur de Yael est allumé, c'est combien est-ce qu'il consomme actuellement. Il y a le scope 2 qui peut être plus, on va dire indirectement, le trajet, les trajets qu'elle a fait pour venir, etc. Et il y a le scope 3 qui est vraiment en amont et en aval. C'est quoi la production de cet ordinateur, qu'est-ce qu'il a fallu comme matériaux, quels ont été les impacts écologiques, etc. Et en aval, comment est-ce qu'elle pourra le recycler le plus tardivement possible, espérons-le, de façon à ce que cet impact puisse être calculé de façon globale. Donc il faudrait calculer les 3 scopes. Or, aujourd'hui, dans les évaluations, il y a essentiellement le scope 1 qui est calculé. Donc on arrive à des trucs que moi j'ai clairement dénoncé il y a déjà plusieurs années, en mode, un mail avec une pièce jointe de 1 méga, c'est 15 grammes équivalent CO2. Je me souviens d'avoir répondu à Brune Poisson, c'était en 2018, en disant, allez lire l'étude d'où vient ce chiffre, qui était une étude de l'ADEME, où les gens de l'ADEME, qui avaient très bien fait leur boulot, avaient écrit en dessous, nous on arrive à ce chiffre-là, mais notre méthode, elle est biaisée parce qu'on a les chiffres des constructeurs, elle est biaisée parce que on fait nos tests en circuit fermé, elle est biaisée parce que... Et du coup, il disait, ce chiffre-là, vous en faites ce que vous voulez. Et donc, moi, j'ai un vrai problème parce qu'aujourd'hui, les gens viennent nous dire, oui, mais alors du coup, est-ce qu'il vaut mieux un YouTube centralisé ou des milliers de Peertube décentralisés ? Peertube étant notre alternative libre et fédérée à YouTube. Et ma réponse, elle dit, j'essaye en tout cas de la formuler de la façon suivante. Je dis, en fait, sur YouTube, vous avez des publicités. Par exemple, tu as une publicité pour un SUV. Pendant que tu es en train de regarder une vidéo de chaton ou une rediff de telle ou telle émission. Et donc, moi, la question que ça me pose, c'est par rapport à est-ce que la publicité a un impact ou pas ? Et je pense que oui, sur nos cerveaux, je veux dire, cognitivement. Et donc, à un moment donné, si on clique sur cette publicité pour le SUV et qu'on finit par acheter un SUV, l'impact écologique de YouTube devient infiniment supérieur à celui de Peertube, qui, lui, n'a pas de publicité et ne collecte pas vos données personnelles. Et donc, à partir du moment où on prend l'ensemble des scopes, ça devient juste impossible à calculer. Et donc, ma réponse, c'est on ne sait pas
évaluer aujourd'hui réellement l'impact écologique du numérique. C'est pas grave, ça va s'améliorer petit à petit, mais il faut pas rester fixé sur des grammes équivalents CO2, sinon on s'en sortira jamais. Mais par contre, est-ce que ça ne demande pas à ce que tu modifies la manière dont tu communiques auprès de vos usagers ? Parce que eux, ils n'ont pas forcément cette lecture et donc tu risques de perdre peut-être des personnes qui vous soutenaient auparavant et qui vont se dire, en fait, c'est peut-être plus la bonne chose que de soutenir Framasoft. Alors, c'est une très bonne question. Ma réponse aujourd'hui, elle est plutôt de dire, on va sensibiliser à cette problématique de l'ignorance finalement qu'on a vis-à-vis du calcul de l'empreinte écologique du numérique. Et il vaut mieux aujourd'hui avoir un discours sur ce point-là, plutôt que de modifier notre com sur Peertube. Par exemple, sur la page Peertube, je ne vais pas raconter ce que je vous ai dit sur le coût du SUV, parce que on ne souhaite pas, et c'est encore une fois une liberté relativement atypique qu'a Framasoft, et je suis conscient que toutes les associations ne l'ont pas, mais c'est une liberté relativement atypique qu'a Framasoft de ne pas répondre aux injonctions nécessairement de ses utilisateurs et utilisatrices. C'est-à-dire, on fait les choses, si ça ne vous convient pas, ne venez pas. C'est assez violent comme réponse, mais ça permet tout de suite de poser le truc en disant, en fait, on sait ce qu'on fait. Vous avez le droit de nous questionner sur le sujet. On fera une foire aux questions, on répondra dans cette foire aux questions à la problématique écologique, par exemple, de Peertube dans le monde. Mais par contre, une fois qu'on aura répondu à cette foire aux questions, faites-nous confiance et avançons ensemble là-dessus. Mais on ne sortira pas le gramme équivalent CO2 de chaque page Peertube comme ça nous a été demandé plusieurs fois. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça reboucle avec ce que tu disais au début, où tu disais que, par exemple, s'il y avait un service qui était plus utilisé, du coup, vous allez le fermer. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'il y a un peu une tension entre, d'un côté, faire confiance à l'équipe interne qui a ses objectifs, sait ce qu'elle sait, a sa visée, est militante et du coup qui développe des outils qu'elle estime nécessaires. Et de l'autre côté... cette tension, effectivement, qui dit de ne pas répondre aux injonctions. On essaye. C'est toute la difficulté de l'évaluation. C'est comment est-ce que tu interprètes les choses. Et du coup, là, on sait qu'on ne sait pas. Et du coup, pour nous, ça paraît plus simple de répondre « on ne sait pas » plutôt que de répondre à cette injonction et de l'afficher sur l'ensemble des sites. Ce qui nous fait une très belle transition pour initier la question d'expert à laquelle on va recevoir Éléonore de Lavoine. Et donc aujourd'hui, notre experte est Éléonore Lavoine, doctorante en sciences de gestion, presque docteur. Bonjour Éléonore. Bonjour. Donc tu as travaillé sur la question de l'impact social en tant que consultante avant de commencer une thèse sur la question. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer cette thèse et pourquoi est-ce que tu as voulu creuser ce sujet ? Oui, alors du coup, moi j'ai commencé ma thèse il y a 1 an et demi sur ces questions d'évaluation d'utilité sociale territoriale, donc d'essayer de réfléchir aux rapports qu'on peut entretenir avec le territoire quand on est une structure associative ou voire entreprise de l'économie sociale et solidaire, et voir aussi quel apport on peut avoir à cet écosystème territorial. En fait, moi, j'avais cette envie, après avoir rencontré beaucoup de structures en étant consultante, d'aller un peu plus en profondeur, de prendre le temps de réfléchir, d'être sur un autre rythme. Et en fait, de prendre le temps de réfléchir à cette question qui revenait en fait assez souvent dans mon travail. C'était un des enjeux, en tout cas, que beaucoup de structures que j'accompagnais rencontraient, sur lesquels on n'était pas forcément très bien outillés pour réfléchir, en tout cas, où il y avait beaucoup de flou dans certains outils ou concepts. Et donc, c'était l'occasion d'aborder ces questions sur une perspective un peu plus long terme, tout en restant assez proche quand même des enjeux du milieu associatif, parce que c'est sur le format d'une convention CIFRE. Donc, c'est un partenariat entre une organisation, en l'occurrence la Fédération Léo Lagrange, et un labo de recherche donc de l'université Clermont-Ferrand-Clermat et une école de commerce qui s'appelle la Grenoble École de Management. Et donc il y a vraiment ce souci d'avoir à la fois une contribution au niveau académique, donc pour parler à ses pairs en tant que chercheur et d'apporter une contribution à ce niveau-là, mais aussi de faire en sorte que cette contribution elle soit retraduite derrière pour le milieu associatif, pour les praticiens, et que derrière on puisse réfléchir ensemble à cette question de l'utilité sociale et du territoire. Et pourquoi est-ce que c'est une question qui intéresse la Fédération Léo Lagrange ?
Vaste sujet. Alors, la Fédération Léo Lagrange, donc, c'est une association d'éducation populaire. Voilà, c'est le deuxième acteur en un épisode. Et qui... alors, historiquement, elle est organisée en termes d'associations régionales, donc elle a aussi une présence dans les territoires qui est assez importante. Elle couvre l'ensemble du territoire métropolitain. Et pour des raisons organisationnelles, elle modifie un peu son organisation. Elle part d'une organisation régionale avec des relais dans chacun des territoires à une organisation qui sera plus poussée en termes d'expertise par métier. Et donc, il y a ce souci quand même de garder cet ancrage dans les territoires. C'est une des spécificités aussi qu'on retrouve dans l'économie sociale et solidaire, ce rapport au territoire. Et donc, dans le cadre de cette transformation, de pouvoir continuer à réfléchir à ce rapport et à cet apport au territoire, c'était un enjeu assez important. Et puis aussi, ils ont été accompagnés dans le cadre de cette transformation organisationnelle par des chercheurs qui les ont amenés aussi à cette question-là, à avoir un autre regard sur la place que eux pouvaient avoir dans les territoires et sur la place qu'ils ont vis-à-vis de leurs commanditaires qui sont des collectivités territoriales. Donc, parce que c'est pas un modèle économique qui repose essentiellement sur des dons, mais à 90% là sur de la commande publique. Donc, c'est d'autres injonctions. Et donc, d'essayer de réfléchir au rôle qu'on joue dans un territoire quand son principal commanditaire, c'est l'organisateur de ce territoire. C'est aussi un terrain assez fertile pour réfléchir. Du coup, merci Karl de préciser parce que j'avais la question en quoi pourquoi ces questions intéressent les assos plus précisément, mais du coup, on y a répondu de manière plus spécifique. Et peut-être, Éléonore, est-ce que tu pourrais revenir justement sur les termes qu'on utilise ? Parce que là, tu parlais, je crois que dans la commande publique, alors là, le terme d'indicateur, il est partout. On parle d'impact social, on parle de mesures, d'évaluation. Alors déjà, est-ce que tout veut dire la même chose ? Est-ce que tu peux nous faire un petit panorama ? Ça, c'est la partie simple de la question. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Non. Mais alors, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses à distinguer. Alors déjà, il y a la distinction à opérer entre le terme d'évaluation et celui de mesure. Alors, souvent on dit que la mesure, c'est potentiellement un temps de l'évaluation, mais il y a un sociologue qui s'appelle Desrosières qui a beaucoup travaillé cette question de la quantification et qui dit qu'il faut distinguer dans l'évaluation le temps où on convient de ce qu'on cherche à montrer et démontrer, et le temps où on mesure. Mais du coup, c'est deux temps qui sont très différents. Et de faire, quand on fait l'abstraction de ce premier temps, justement, de construction d'une convention, de discussion entre les différentes parties prenantes, en fait, on oublie, on invisibilise, en fait, toute la portée politique et tout ce que ça engage en termes de valeur de mettre en place des chiffres. Donc, quand on parle uniquement de mesures, en fait, on a tendance à enlever toute la partie jugement de valeur et interprétation qu'il y a en fait derrière le terme plus large d'évaluation qui vient du coup en amont prendre toute cette partie de construction du chiffre et quand chiffre il y a, parce qu'on peut aussi avoir des évaluations qui ne sont pas chiffrées et qui oublie aussi toute la phase a posteriori d'interprétation, de valorisation aussi de ce chiffre, etc. Donc, c'est deux termes qui sont assez différents, que c'est un peu dangereux de confondre, du coup. Voilà, donc ça, c'est le premier enjeu à distinguer entre évaluation et mesure. Ensuite, donc tu l'as dit, en fait, moi, je fais de l'évaluation d'impact ou d'utilité sociale. C'est la troisième distinction que je ferais, mais et c'est assez différent d'autres types de démarches qu'on peut opérer où on va aller regarder, alors soit faire de l'audit, où là, en fait, on va pas faire de l'évaluation, on va plutôt aller regarder est-ce que les processus qu'on a mis en œuvre, ils sont cohérents avec soit des normes, des pratiques, etc. Et où la conséquence, ça va être de sanctionner un écart à une règle, etc. Alors que là, l'évaluation, c'est plus un processus, comme j'ai dit, de jugement. Et donc, on va regarder à la fin si le jugement qu'on porte est cohérent avec ce qu'on s'était fixé à la base comme hypothèse, par exemple. Et c'est pas non plus de l'évaluation de processus où, en fait, quand on parle d'évaluation d'impact ou d'utilité sociale, le but, c'est d'aller se poser la question de à quoi est-ce qu'on contribue, pas seulement de regarder ce qu'on a fait. Par exemple, quand on parlait du nombre d'ouvertures de pages, c'est on constate ce qu'on fait.
sans savoir, par exemple, ce qu'on se disait, qu'est-ce que ça change pour la personne qui est dans la MJC d'avoir assisté à cette conférence, ou alors est-ce que quand on entend derrière que la personne, elle va revenir et nous dire « Ah bah depuis, je me suis renseignée sur les logiciels libres, etc. » Là, on est plus dans le domaine, effectivement, de l'évaluation d'impact ou d'utilité sociale. Qui sont effectivement deux termes qui ne veulent pas dire la même chose, en tout cas qui ont des portées sémantiques assez différentes. Donc, pour la faire courte, parce qu'on pourrait en parler assez longuement, le terme d'impact social aujourd'hui, il a une connotation qui est beaucoup plus gestionnaire et tournée autour de la performance et de la reddition de comptes. En fait, on va mettre en place des indicateurs pour regarder si effectivement on atteint les objectifs qu'on s'est fixés dans une perspective plus d'efficacité, voire d'efficience, qu'on va communiquer à ses financeurs, etc. Alors, c'est le terme dominant, hein. C'est-à-dire que si on devait faire qui a gagné l'histoire, clairement, c'est le terme d'impact social, parce que c'est celui qu'on voit partout, sur lequel communique le gouvernement, qui est repris par beaucoup d'experts, on a un marché des évaluateurs d'impact social, etc. Et puis après, on a un autre terme, celui d'utilité sociale, qui est un peu plus ancien, qui succédait au terme d'intérêt général qu'on a retrouvé dans la loi 2014 sur l'économie sociale et solidaire, et qui vient plus là interroger, au-delà effectivement des effets qu'on peut avoir sur ces bénéficiaires, et dans une perspective gestionnaire, qui a plus interrogé les valeurs de la structure et la contribution qu'on a de monde en commun qu'on porte. Voilà, donc il y a des charges sémantiques qui sont assez différentes, même si dans la réalité, on a des évaluations d'impact social qui se réclament évaluations d'impact social qui peuvent ressembler plus à des évaluations d'utilité sociale, dans la mesure où elles vont mobiliser beaucoup plus largement les bénéficiaires, les instances de gouvernance, etc. Mais en tout cas, on n'est pas sur exactement les mêmes idéologies qui sont portées par les deux termes. Top, merci. Et est-ce qu'il y a un enjeu précisément à ramener pour nous, associations, certains termes dans ce débat-là, à ton avis ? Oui. Il y a effectivement tout un enjeu de plaidoyer à faire sur ce que c'est que l'évaluation qu'on veut pour la structure associative, parce qu'on l'a dit, en fait, les injonctions de l'évaluation, elles vont modifier, elles sont performatives, elles vont modifier la façon dont on conduit l'action potentiellement. Donc il y a un réel enjeu, par exemple, si on est une structure qui va opérer sur le champ de la grande précarité, si le seul indicateur qu'on nous demande, c'est le nombre de douches, par exemple, ou le nombre de personnes qu'on a sorties de la rue, alors que c'est pas ce qu'on cherche à faire et que c'est pas son objet social. En fait, ça pose un réel problème. Donc, il y a un vrai enjeu, justement, à faire du plaidoyer sur le type d'évaluation qu'on veut. Et donc, derrière, apporter éventuellement certains termes plutôt que d'autres. Sûr que moi, j'incite pas nécessairement à ce qu'il y ait des querelles de chapelle infinies sur des termes, mais plus d'aller montrer derrière, en fait, la place qu'on veut donner aux chiffres. Est-ce que c'est cohérent ou pertinent par rapport à l'action qu'on porte ? C'est plutôt ça, en fait, qui est le plus important, quoi. Est-ce que c'est pas juste une question de manque de moyens de la part des associations, au sens où si on se restreint aux chiffres, c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'aller plus loin ? Et donc peut-être, du coup, question couplée, est-ce que du coup, tu as des outils d'évaluation qui sont différents, selon les types d'évaluation ou de mesures ou d'impact que tu veux faire ? Alors, oui, il y a des outils qui sont différents, sachant que la question de l'outil, elle vient après la question de ce qu'on veut faire. Et donc, effectivement, il y a forcément un lien. L'outil n'est pas neutre et il va découler de la question qu'on s'est posée initialement et des valeurs aussi qu'on porte. Aller sur une évaluation très monétaire, par exemple, en mobilisant des méthodes qui vont consister à calculer un retour social sur investissement. Donc à dire, par exemple, quand vous investissez 1 euro chez Framasoft, vous créez 2 euros de valeur sociale. Super. Voilà, bon. On entend bien que ça va pas mobiliser forcément les mêmes visions du monde. Donc oui, il y a des outils qui sont différents en fonction des questions initiales, et puis aussi en fonction, dans l'évaluation, on distingue différents registres évaluatifs qui vont venir un peu classer des grandes questions qu'on peut se poser. Donc il y a celles dont on a dit qui sont dominants autour de l'efficacité, de l'efficience. Est-ce qu'on a bien alloué les ressources et est-ce qu'on a bien atteint nos objectifs, par exemple ? Est-ce qu'on a bien sorti 70% de personnes qui étaient
en recherche d'emploi, est-ce qu'elles ont bien retrouvé un emploi? Voilà, ça c'est un peu l'indicateur méga classique d'efficacité qu'on retrouve beaucoup. Mais après, il y en a d'autres qui existent de registres. Celui, par exemple, de la pertinence. Est-ce que on répond aux besoins des personnes auxquelles on s'adresse? De cohérence. Est-ce que ce qu'on dit par rapport à ce qu'on fait en interne et en externe est cohérent? Le registre d'utilité sociale. À quoi est-ce qu'on contribue plus largement pour la société? Donc, oui, les outils vont être différents en fonction. Et alors oui, il y a les questions de ressources. Alors, je pense qu'on avait prévu d'en parler un peu après, mais en tout cas, c'est une des questions les plus importantes pour la question de l'évaluation. Enfin, il y a quelles ressources en termes humaines et financières on peut consacrer à cette question-là. Au-delà de la question de l'envie, ça y demande aussi un peu des compétences, du temps d'animation, enfin, surtout si on veut être sur une démarche qui ne soit pas uniquement technicienne, mais qui vise à embarquer en fait la vie associative dans cette question de l'évaluation, parce que c'est important, on l'a dit, se questionner sur ce qu'on fait, sur le sens qu'on fait, à peu près, enfin tout le monde le fait, mais du coup si on veut faire une vraie démarche, effectivement ça demande des ressources, du temps, de l'argent. J'allais dire, et pas que, et en plus pas que pour l'association, parce que dans ces cas-là, si tu fais une démarche d'évaluation un peu participative, c'est aussi du temps, de l'argent ou pas, mais en tout cas de la disponibilité que tu prends pour les personnes que tu vas mobiliser, Oui. donc tes usagers, tes bénéficiaires, ou les personnes que tu veux toucher mais que tu touches pas. Enfin, Oui. bref, D'où l'importance derrière de leur faire aussi un retour. Ouais, de ne pas garder les résultats que pour l'association, c'est ça. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, peut-être là-dessus, ça, c'est quelque chose que vous réfléchissez. Enfin, qu'est-ce que toi, tu as mis en place ou qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter et de mettre en place à la... Donc, c'est fédération et pas fondation, c'est ça, Léo Lagrange. Moi, j'ai un terrain de thèse notamment qui est à Nantes, donc sur la ville, sur un contrat sur les temps périscolaires. Alors, pour les gens qui ne sont pas spécialistes... c'est les temps le matin, le midi et le soir à l'école, donc qui ne sont pas pris en charge par les professeurs des écoles, mais par des animateurs, alors qu'ils peuvent être soit de la ville, soit salariés de la ville, soit salariés d'une organisation privée. En l'occurrence, là, c'est la Fédération Léo Lagrange. Et donc là, en fait, on a essayé de réfléchir à ce que ça pourrait être une démarche d'évaluation de l'utilité sociale territoriale de cette action-là. Et notamment, en fait, en faisant le constat qu'au sein de la ville de Nantes, sur l'ensemble des écoles, en fait, il y a différentes échelles qui sont importantes à faire discuter et qui, en fait, c'est important de faire... d'entendre en fait à la fois les enfants, les parents, les animateurs à un niveau tout petit, nano, au sein d'un accueil périscolaire. Et donc là, en essayant au maximum d'utiliser des temps qui existent déjà, il y a des conseils d'école, des kermesses, etc. Enfin, d'utiliser des temps de la vie des parents, des enfants, pour justement éviter de les sursolliciter sur des temps, en essayant de mobiliser des techniques d'éducation populaire, enfin de faire en sorte en fait qu'on apprenne ensemble sur le sens de ce qu'on fait, etc. Et d'en faire quelque chose qui soit aussi ludique et pas seulement rébarbatif de questionnaires de 30 pages sur les revenus du ménage, etc. Et en fait, de faire en sorte que aussi entre accueil périscolaire, au sein d'un même quartier, il y ait une discussion qui se fasse sur, en fait, chacun a un peu sa propre vision de l'utilité en fonction de son quartier aussi, de son micro-quartier, et de le faire discuter au niveau de quartier et ensuite au niveau de la ville, en fait, pour qu'on ait des niveaux de consolidation qui permettent à la fin de pas non plus être noyé sous la masse des informations, mais de leur donner du sens, en fait, un peu petit à petit et de les faire discuter comme ça. C'est hyper intéressant. Est-ce que c'est dans ce cadre-là que tu as mis en place une grille d'analyse ? C'est un peu en amont, mais en fait, on a beaucoup parlé de qu'est-ce qu'on pouvait mettre derrière les termes d'utilité sociale, d'impact social, mais donc moi, je fais une thèse sur l'évaluation de l'utilité sociale territoriale. Donc, il y a encore un mot très compliqué, le mot de territoire, qu'on retrouve utilisé beaucoup à tort et à travers, surtout parmi nos interlocuteurs de la commande publique. Et donc, pour moi, j'avais déjà un premier enjeu d'essayer de me dire, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot de territoire ? Et en fait, d'en dégager un peu différentes dimensions. Donc, il
Il y en a 4 que j'ai fait ressortir. Une dimension matérielle du territoire, alors qui renvoie à la fois à tout l'environnement naturel et infrastructurel du territoire. Mais en fait, face à ce territoire un peu géographique, souvent, en fait, on donne du sens à cette géographie. Donc, il y a tout un territoire symbolique et politique qui répond à ce territoire géographique. Enfin, moi, par exemple, je fais ma thèse notamment à Grenoble. Donc, on a une identité très forte de la montagne qui représente à la fois un territoire géographique, mais aussi symbolique et politique, où c'est souvent très lié. L'arc alpin, ça renvoie à plein d'images, etc. Et au-delà de ça, on a une autre dialectique entre 2 dimensions de ce terme territoire. Une dimension donc administrative, alors notamment pour nous, pour qui c'est très important, un territoire qui nous est assigné par l'administration. Par exemple, un centre social, il a de telle rue à telle rue, c'est son territoire d'action et c'est ce pour lequel il est financé. Mais en fait, souvent, on se rend compte que sur ce territoire administratif, on va avoir un territoire organisationnel qui se greffe, qui est un territoire où les acteurs interagissent ensemble, construisent en fait par leurs interactions les réseaux dans lesquels ils sont investis un autre territoire. Et donc, en fait, on a ces 4 grandes dimensions. Ça fait MOSA, si on reprend chacune des... qui peuvent, en fait, dans le discours des associations, avoir un poids qui est assez variable. Il y a des associations qui vont donner un poids très fort à la dimension symbolique et politique quand ils veulent retravailler sur l'image, par exemple, d'un quartier, etc. Et en fait, un des constats que j'ai fait, c'est qu'en fonction de le type de rapport qu'on a au territoire, de compréhension qu'on a de son territoire. Est-ce qu'on a, par exemple, on met une dimension très forte sur la dimension organisationnelle, un poids très fort, pardon. Ça va donner des évaluations qui seront un peu différentes en termes de questions qu'on va se poser, de méthodes qui sont utilisées. Donc, typiquement, sur une vision très organisationnelle du territoire, on va aller beaucoup discuter avec les autres acteurs qui sont autour quand on fait l'évaluation pour essayer de comprendre le rôle qu'on joue dans un écosystème. Là où quand on a finalement une vision très administrative de son territoire, on va aller répondre à des tableaux de bord, par exemple, de la politique de la ville, en regardant, comme on disait tout à l'heure, le nombre de jeunes de moins de 25 ans qui sont dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Voilà. Et donc, en fait, c'est une façon de donner du sens un peu à toutes ces évaluations qui existent et qui ont un volet territorial et d'amener aussi à avoir des évaluations qui sont plus multidimensionnelles, et de ne pas s'arrêter nécessairement à une vision très administrative et d'aller faire discuter le rapport plus symbolique qu'on peut avoir avec son territoire. Ouais, ce qui est hyper intéressant, en fait, c'est qu'on voit qu'au-delà de la dimension de la métrique, c'est-à-dire de voir ce qu'on évalue, il y a aussi la question de où est-ce qu'on l'évalue, sur quel périmètre on l'évalue, qui est une deuxième dimension qu'on a, je pense, souvent tendance à oublier et que tu réintroduis à travers cette notion de territoire, parce que finalement, j'ai aussi l'impression que ce territoire, souvent, il est imposé à l'association, qu'elle ne le choisit pas, elle choisit pas dans quel cadre elle va mesurer ce qu'elle mesure, et donc finalement, ça biaise aussi l'évaluation de cette activité associative. Oui, moi, c'était effectivement un des gros impensés que je constatais. On parlait de périmètre quand on commence une évaluation, sur quel périmètre on le fait, mais en fait, souvent, la question du territoire, elle était assez vite réglée, alors qu'on allait très longuement discuter de quel type de bénéficiaire, par exemple, on allait interroger, etc. Mais on ne prenait pas nécessairement en compte plus l'environnement global dans l'évaluation. Donc, c'était une façon aussi de dire, mais en fait, est-ce que ça a du sens de regarder des évaluations uniquement dans les quartiers prioritaires politiques de la ville ou dans des zones rurales à revitaliser en fonction un peu des priorités qui sont données par le gouvernement sur certains programmes, etc. Et puis ce que je trouve aussi hyper intéressant, c'est que même en amont de la notion de territoire, il y avait toute cette question de redéfinition et de se poser collectivement sur qu'est-ce qu'on veut chercher avec toutes les représentations qu'on a de ce que serait une bonne action de son association, qui après te permet de poser la question de sur quel territoire et de quelle représentation tu as de ce territoire, et qui tire le fil, et ça je trouve ça assez intéressante. Et du coup, peut-être pour finir, est-ce que tu aurais des conseils vraiment très, très pratiques et même peut-être assez simples pour aider les assos qui aimeraient peut-être déjà changer leur manière de mesurer leur action pour aller plus sur de l'évaluation peut-être un peu plus consciente de ce qu'elles font? Alors, c'est essentiellement peut-être de bien cerner justement au départ les questions qu'on se pose. Parce
qu'effectivement, des questions, on peut en poser des milliers, ou alors on peut se laisser en imposer certaines. Donc, cette phase de préparation de l'évaluation, elle est vraiment essentielle. De bien qualifier en fait ce qu'on va chercher derrière à approfondir, et ensuite effectivement d'être réaliste dans ses ambitions, parce que conduire une étude, remplir des indicateurs, ça demande du temps, ça peut avoir des effets aussi très négatifs sur la qualité de vie au travail, de passer beaucoup de temps à renseigner des indicateurs. Donc d'être conscient que chaque indicateur derrière, il faut que ce soit une information dont on va pouvoir se servir, qu'on n'est pas là pour collecter de l'information dont on ne se servira pas après. Donc, en fait, cette phase de préparation, elle est vraiment essentielle, et donc de bien faire quelque chose qui soit en phase avec le temps qu'on peut y consacrer, l'argent dont on dispose, les compétences dont on dispose, etc. Et après, il y a aussi plein de moyens de se faire aussi un peu accompagner par les terrains des associations. C'est aussi des bons terrains de recherche pour des étudiants, des chercheurs, etc. Ça peut être aussi une bonne façon de se faire accompagner pour monter en compétence aussi sur ces questions. Voilà. Okay. Allez recruter des chercheurs dans les associations, c'est le message qu'on retiendra. Non, mais c'est quand même hyper intéressant, parce que j'ai l'impression qu'on est plutôt en ce moment dans une sorte d'inflation de la donnée dans tous les sens, ou au contraire, on est plutôt là, genre on collecte la donnée, on ne sait pas à quoi ça va servir, mais au moins on l'a et on voit ce qu'on fait, alors que là, ça permet de revenir, à défaut d'être sur une question de sobriété, en fait, juste de se réinterroger sur ce qu'on va chercher, et ça, parfois ça fait du bien juste de le dire. Du coup, ça fait la bonne transition avec la dernière partie de cette émission. Du coup, Karl, je te laisse la parole pour voir comment est-ce qu'on peut aller au-delà de l'évaluation. Exactement, merci Yael. Parce qu'effectivement, oui, ce qui était hyper intéressant donc, dans l'intervention de Éléonore, c'est le fait qu'il y a plusieurs dimensions à cette question de l'évaluation. Et puis finalement, qu'il ne faut peut-être pas aussi se laisser imposer les critères d'évaluation qui ne nous semblent pas pertinents dans notre association. Et donc là, avec toi, Pierre-Yves, c'est hyper intéressant au niveau de Framasoft, puisque finalement, donc, ce que tu nous disais depuis le début, c'est qu'il y a beaucoup de critères qui ne vous paraissent pas forcément pertinent dans cette évaluation, et que ce qui vous intéresse, vous, alors là, tu nous le disais pas depuis le début, mais en tout cas, nous, on le sait parce qu'on a déjà discuté avec toi, c'est cette notion de compostabilité, donc la fameuse notion de compostabilité de Et on l'attend depuis le début. Et on l'attend depuis le début. Et donc, peut-être, pour commencer, une question très, très simple. Qu'est-ce que c'est que la compostabilité ? Alors, la compostabilité, c'est un terme qui m'a été soufflé par Laurent Marceau. Laurent Marceau, c'est une personne qui est animateur et formateur dans une structure qui s'appelle Animacop, une coopérative qui forme énormément d'associations, qui est grande supportrice d'un logiciel libre qui s'appelle YesWiki. Et voilà, on se connaît depuis quelques années avec Laurent, et du coup, souvent ces pensées me nourrissent, j'allais dire, autour de la question de où est-ce qu'on va finalement en termes de projets, comment est-ce qu'on fait des alliances avec d'autres associations, etc. Et il y a quelques années, il m'a soufflé ce terme-là, auquel lui-même réfléchissait déjà depuis quelques temps, de compostabilité. Et donc, la compostabilité, c'est finalement qu'est-ce qui reste de nous, de nos actions, une fois qu'on n'est plus là. Parce que, bonne ou mauvaise nouvelle, hein, mais on va tous mourir. Le plus tard sera peut-être le mieux, mais du coup, se pose forcément la question de une association, elle a forcément un début, un milieu, une fin de vie, et se pose la question de qu'est-ce qu'on laisse comme trace derrière. Et donc, pour nous, la question s'est posée plutôt il y a quelques années, puisqu'on a Framasoft a failli mettre la clé sous la porte en 2014, juste avant qu'on lance des googlisons Internet. Il restait 2000 € sur le compte en banque. Voilà, il n'y avait pas vraiment de quoi payer mon salaire. Bon, il se trouve que les dates ont bien collé. On a lancé la campagne qui a très très bien marché à ce moment-là. Mais du coup, moi, ça m'a beaucoup interrogé sur les questions de transmission, les questions de documentation, les questions de partage d'expérience, etc. Et donc, cette compostabilité à Framasoft, on essaye de la mettre en place de la façon suivante, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lance un projet un peu conséquent, on réfléchit à qu'est-ce qui coûte,
à la planète, qu'est-ce qu'il en reste? Donc c'est vraiment l'idée du compost, hein. Voilà, tes tomates et tes carottes, qu'est-ce que tu fais quand tu as épluché tes tomates et tes carottes? Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce que t'en fais? À quoi ça peut donner vie aussi derrière? Et donc quand on lance un projet, on se pose cette question-là, qui est pas non plus hyper complexe. Alors des fois y répondre ça peut être compliqué, mais c'est pas non plus une question hyper complexe. Et du coup ça nous a amené dans les actes à faire un certain nombre de choses. Typiquement, je parlais tout à l'heure de déframasoftiser Internet, c'est-à-dire comment est-ce que nous, en fermant quelques projets, on peut donner de la visibilité à d'autres acteurs et d'autres actrices, notamment parmi les chatons, donc les membres de ce collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires qu'on a impulsé fin 2016. Donc il y a une première question qui est, au fait, comment est-ce qu'on fait pour ne pas être l'arbre qui cache la lumière finalement à d'autres pousses associatives qui pourraient voir le jour si nous on n'était pas là. Donc, première question, c'était comment est-ce que non seulement on essaime, mais comment est-ce qu'on peut aider d'autres à pousser avec leurs propres caractéristiques, etc. Donc, comme dans un compost, hein, souvent dans ton compost, tu mets ton compost dans ton potager et tu le mets sur des courges et en fait, c'est des tomates qui poussent parce que c'est les graines des tomates qui étaient dans le compost. Et tu le sais pas forcément et c'est très bien que ça se passe comme ça. Donc, il y a un petit côté bouddhiste, impermanence des choses, à se dire, ok, en fait, notre structure, elle est là, on fait des trucs ensemble. Donc, pour Framasoft, on est avant tout une bande de copains et non pas une hyper grosse association, même si on fait beaucoup de choses, mais on est avant tout une bande de copains. Donc, qu'est-ce qui reste après nous? Donc, il y a le côté essaimage et il y a aussi un petit peu le côté qu'est-ce qu'on est capable de transmettre, y compris comme valeur ou comme mode de fonctionnement. Et là, on a vu apparaître ces 2 dernières années quelque chose qui arrivait de façon très très ponctuelle avant, c'est Framasoft commence à donner des conseils à d'autres associations. Et ça, moi, je m'y attendais pas du tout. Typiquement, mon collègue Pouillou, il suit une association qui s'appelle Exodus Privacy, sur lesquelles qu'il a conseillé, donc qui s'occupe essentiellement de travailler sur les questions de collecte de données personnelles sur les smartphones. Et je sais qu'il a passé du temps avec elle et eux sur la question des crowdfunding. Parce que nous, on en a fait plusieurs, on sait à peu près comment ça marche, on voit les écueils, etc. Donc, on partage de l'information là-dessus. Moi, j'ai été contacté par différentes associations aussi. Il y en a 2 auxquelles je pense. Une qui s'appelle l'Atelier Paysan, qui se posait des questions sur leurs outils de gestion. Donc, une structure qui existe aussi depuis un paquet d'années, qui fait un travail que nous, on trouve formidable, mais qui est assez éloigné du numérique, et qui est de comment est-ce qu'on peut se réapproprier les outils de l'agriculture et de la paysannerie. Et donc, on a été contacté sur des questions plutôt d'outils de gestion, parce qu'ils vont avoir besoin d'outils numériques pour partager les infos, etc. Et du coup, ce phénomène que nous, on nomme archipélisation, finalement, c'est comment est-ce qu'on travaille avec d'autres structures, comment est-ce qu'on crée des liens entre nous et entre différentes associations pour se partager de l'info. Il crée, quelque part, une forme de compost de comment fonctionne Framasoft à un temps T. Et donc, derrière, donc, que ce soit l'Atelier Paysan ou une autre association qu'on aime beaucoup et qui là aussi, pas du tout, dont le sujet n'est pas le numérique à la base, qui s'appelle Infoclimat, qui, elle, travaille sur la question de la collecte de données et la traduction de ces données climatiques, et qui est, moi, je trouve qu'ils font un boulot de dingue sur, si tu veux savoir le temps qu'ils faisaient à trifouiller les oies le 9 novembre 1984, tu peux le savoir, quoi. Et c'est pas des infos que tu vas trouver facilement. Et du coup, avoir accès à toutes ces données-là, pour moi, on est sur un service qui, à la limite, plus important qu'un service public, c'est vraiment un service d'intérêt général pour essayer de prévoir un petit peu et d'anticiper la merde qui va nous tomber sur la tête, qui commence à nous arriver maintenant chaque année avec les canicules et autres. Et donc, ces gens-là, moi, m'ont contacté pour me dire, on voudrait embaucher notre premier salarié et on ne sait pas trop comment faire.
Bon, ils auraient pu se renseigner auprès de n'importe quel asso. Et du coup, nous, on leur transmet un certain nombre d'informations. Enfin, moi, j'ai échangé avec eux un certain nombre de fois. J'ai été invité dans un de leurs CA. Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on n'est pas uniquement sur du partage d'infos. On est sur quelque chose, c'est pour ça que je parle de compost, c'est où on mixe des choses que nous, on a fait, que eux vont intégrer à leur propre terreau pour essayer de faire émerger des solutions. Et je trouve que ça, c'est quelque chose que, je ne vais pas dire qu'il n'y a que les associations qui peuvent le faire, mais l'idée même de se dire qu'est-ce que je peux composter de moi-même est tellement anticapitalistique que c'est une valeur qui me semble importante. En tout cas, un sujet, un domaine, un périmètre qu'on peut explorer sans trop craindre de se voir bouffer par le capitalisme à impact social dont parlait Eleanor tout à l'heure. Mais est-ce que finalement, donc, cette compostabilité, c'est pas votre vraie métrique ? C'est-à-dire que de ce que tu en dis là, ce que vous cherchez, c'est in fine à avoir une influence libriste sur le monde des associations et puis sur les usagers, les personnes qui viennent fréquenter vos sites web, en fait. Forcément, je vais pas renier mon côté... Ce twist. Non, mais je vais pas renier mon côté libriste. Enfin, voilà, depuis 20 ans, on fait du logiciel libre. On fait... Framasoft, au départ, publiait des tutoriels et des fiches des fiches logicielles sur qu'est-ce que fait tel ou tel logiciel. Et tout ça a toujours été sous licence libre. Nos livres, on a quand même une 50aine d'ouvrages dans la collection Framabook qui sont tous sous licence libre. Ça veut dire que tu peux les reprendre, les copier, les imprimer, les revendre si tu veux, etc. Donc on a déjà cette notion-là en nous, finalement, que la propriété intellectuelle est un leurre. Et que cette propriété intellectuelle, puisque, moi je dis c'est un leurre, mais il se trouve qu'il y a un code de la propriété intellectuelle, donc je vis dans un monde réel et je dois faire avec ce code-là. Mais on peut essayer d'inventer un monde et de montrer, encore une fois, je parlais de préfiguration, on peut préfigurer des espaces où cette propriété intellectuelle n'a pas lieu d'être, et ça permet d'essayer d'inventer des imaginaires alternatifs qui sont, pour nous, vachement plus intéressants que de se dire est-ce qu'on va passer de 1 million de visiteurs à 2 millions de visiteurs ? En fait, est-ce que finalement la façon dont on fonctionne, puisqu'on a un certain succès, je touche du bois pour l'instant, mais si demain ça fonctionne plus, c'est pas très très grave. On pourra faire autre chose. Chaque salarié de Framasoft retrouvera sa place dans la société, je pense, sans trop de difficultés. Et derrière, nous, on sera en capacité de se dire, en fait, on a apporté au monde quelque chose. Et même si on n'existe plus en tant que tel, tout ce qu'on a produit aura été sous licence libre, aura pu être repris et pourra potentiellement en avoir inspiré d'autres. Super. Merci beaucoup Pierre-Yves. Je propose qu'on s'arrête sur cette superbe conclusion. Merci beaucoup encore tous les deux, donc Pierre-Yves et Éléonore, de nous avoir accompagnés, d'avoir répondu à toutes nos questions pour ce nouvel épisode de Questions d'Asso, le podcast par et pour les assos. Et merci surtout à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura été utile et que vous aurez pris plaisir à l'écouter. Et si notre discussion a pu faire écho à des situations que vous avez pu vivre, nous vous invitons chaleureusement à nous le dire en nous envoyant vos témoignages par l'adresse par mail, adresse, c'est mieux dans ce sens-là, hello@question-asso.com que vous retrouverez de toute façon dans la description de cet épisode. Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, sur SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Apple Music, Google Podcast. Je suis un peu fatiguée, ça se voit que c'est la fin de l'émission. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode et vous retrouver toutes les informations, les liens et les ressources que nous avons évoquées durant notre discussion sur notre site web. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf. Aujourd'hui, c'est Réa Simon de Synchrone TV qui est à la réalisation et la jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sound of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain, ou peut-être dans 2 mois, un gros mois, le gros mois prochain, pour un nouvel épisode de Questions d'Asso.
Question d'assaut. Le podcast par et pour les assos.